Bonjour à tous. Bienvenue pour cette dernière atelier de l'édition 2024 de la Love Data Week au CIRAD. Donc cette demi-journée va être consacrée au laboratoire de modélisation. Et du coup, ça risque de durer peut-être un petit peu moins longtemps, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'inscrits. Mais voilà, on compte quand même sur vous pour les échanges. Et donc, je vais laisser la place à Mathias Christine. Moi, c'est Mathias Christina, je suis arrivé au CIRAD il y a 7 ans maintenant. Je reviens d'une mobilité à La Réunion les 6 dernières années, donc je ne suis pas resté très longtemps ici, je suis parti très rapidement et je suis revenu là depuis 6 mois. Et en fait, moi, je suis avant tout expérimentateur, on va dire, sur le terrain, et puis je fais aussi de la modélisation avec le modèle de culture. Et du coup, là, je vais plus introduire un peu un retour d'expérience pour initier des sujets en fait, qui vont être développés après par plutôt Michel et Cyril. Et en fait, j'ai quand même beaucoup travaillé avec Sandrine, qui était aussi à La Réunion. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, je me suis retrouvé à travailler sur ce lien aussi données-modèle avec elle. Du coup, juste une petite diapo pour mettre un contexte, parce que ça fait pas de mal pour, grosso modo, sur quoi on travaille en fait à La Réunion. Nous, en fait, là-bas, on travaille sur beaucoup d'essais expérimentaux, sur d'une manière générale, on appelle les systèmes canne à sucre innovants. Donc, ça va être réduction d'herbicides, de la fertilisation organique, des choses comme ça. Et du coup, en fait, il y a plusieurs stations sur l'île, donc on se retrouve rapidement aussi à devoir gérer des réseaux sur plusieurs parcelles et tout ça, ce qui va poser des questions d'homogénéité des données. Et je travaille aussi, donc ce que je vous disais, avec des modèles de culture pour faire de la prédiction et de la spatialisation, par exemple des rendements sur l'île. Et du coup, au cours de ces années, bon, moi je ne suis pas data scientist et tout ça, donc j'ai pas mais j'ai été confronté avec plusieurs problèmes, on va dire, et notamment par exemple tout ce qui est la gestion de ces données hétérogènes, avec des noms de variables et tout ça, parce que chaque personne a des habitudes différentes. Et la création des inputs des modèles, on va dire, pour le faire à la main, c'est quand même très fastidieux. Et du coup, je vais développer un petit peu ça. Du coup, en fait, voilà, pour moi, voilà, c'est des points de vue un peu personnels, il y a un peu 3 défis que j'ai rencontrés quand on veut passer des mesures expérimentales au modèle. Il y en a un premier, ce qui n'est pas juste la question des modèles, c'est comment on passe de la mesure à la numérisation sur l'ordinateur. Une fois qu'on l'a sur l'ordinateur, comment on va homogénéiser tout ça. Et enfin, comment, une fois qu'on a à peu près homogénéisé, on peut créer les inputs des modèles de culture. Du coup, pour cette première partie, donc on s'éloigne un petit peu de la question des modèles. En fait, si on revient, il y a des options qui sont quand même très en vogue. Je fais exprès d'en parler parce que j'ai beaucoup de collègues qui adorent, très en vogue pour faire les mesures sur le terrain. C'est tout ce qui est tablette et tout, par exemple. Parce que souvent, ce qui est mis en avant, c'est qu'il y a moins de risques d'erreur, ce qui est vrai, parce qu'on évite d'écrire, devoir retranscrire. Mais personnellement, en fait, moi, je trouve que c'est quand même pas tout le temps facile à mettre en œuvre, ces nouvelles techniques. Et notamment, ce qui me manque, c'est les questions de souplesse. Une fois qu'on est sur le terrain, on a des choses supplémentaires à noter qu'on n'a pas forcément pensé au départ. Et c'est quand même sensible aussi, on va dire, aux aléas climatiques, la poussière, tout ça, les questions de batterie. Donc, je reste très favorable à la valeur sûre, qui est la brave fiche de papier. Même si, malgré tout, il y a quand même le problème du risque d'erreur quand on va le passer sur l'ordinateur. Et c'est là où, moi, ce que j'aimerais bien, donc on ne sait jamais, hein, peut-être que même si on n'est pas nombreux, vous en connaissez peut-être. L'avenir, moi, je me demande ce qu'il ne faudrait pas, si on travaille, c'est aussi des logiciels de reconnaissance d'écriture pour pouvoir passer des fiches de terrain directement, par exemple, à un tableau Excel avec les données remplies. Ça éviterait les risques d'erreur quand on les rentre sur l'ordinateur à la main. Mais bon, je n'en connais pas. Mais peut-être que vous en connaissez. Une fois qu'on a fait ça, il y a donc la question de l'homogénéisation. Parce qu'en fait, nous, comment on travaille avec plusieurs partenaires des instituts techniques à La Réunion, qui ont eux-mêmes plusieurs ingénieurs, chercheurs et tout ça, chacun, en fait, a ses habitudes, ses manières d'écrire les fichiers, ses manières d'écrire les noms de variables. Et du coup, c'est rapidement enfin, on va dire, ça peut être assez compliqué à gérer. Surtout que si on veut faire des analyses multisites, on est obligé à un moment ou à un autre de rassembler tout ça dans des bases de données. Il n'y a pas vraiment le choix. Du coup, je me dis, il y a une première solution qui serait en fait de demander aux chercheurs d'utiliser les mêmes noms. En fait, ça, je pense, bon, voilà, moi, j'ai que 6 ans d'expérience, mais je pense qu'on peut laisser tomber complètement cette solution, puisque de toute façon, la force des habitudes fait que les gens vont avoir du mal à passer à des noms, par exemple, qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser.
Et je pense qu'aussi, il y a des bonnes raisons, parce que quand on est sur le terrain, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il y a déjà suffisamment de boulot pour... vaut mieux garder sa manière de travailler qui est efficace plutôt que de vouloir se forcer à en faire une autre. Par contre, ce qui est vraiment, je pense, hyper pertinent, c'est la question des dictionnaires de variables. Donc, en fait, des tableaux de correspondance entre le nom de ce qu'on pourrait appeler les variables chercheurs, dont chacun a le sien, et des variables communes. Et du coup, ça peut impliquer aussi des conversions d'unités parfois. Et ça, Sandrine, en fait, a pas mal travaillé là-dessus ces dernières années. Il y avait une session sur les data papers hier. Elle a fait un data paper sur justement un dictionnaire des variables. Et pour moi, voilà, chercheur sur le terrain, je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour pouvoir gérer des fichiers différents avec assez hétérogènes. Donc une fois qu'on a à peu près homogénéisé tous ces fichiers, donc ok, on peut faire une base de données. Et moi, la question que je me pose, en fait, c'est quel périmètre... Alors, bon, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, Michel, tu me diras si c'est une bêtise, mais quel périmètre on doit donner à ces bases de données. Parce que bon, j'ai travaillé avec 2 bases de données pour le moment. Une qui s'appelle Ecofi, qui est une base de données hyper spécialisée. Il n'y a que des essais canne à sucre dedans, que des essais en monoculture, qui est très riche, puisqu'il y a quand même 40 ans de données de canne à sucre là-dedans. C'était dans le cadre d'un départ à la retraite de Jean-François Martinet, il avait commencé à mettre au propre toutes ces données, donc c'est magique. Par contre, elle n'est pas du tout adaptée si on veut mettre une autre culture, un cas un peu plus complexe. Donc c'est pour ça qu'en fait, avec Sandrine, on a commencé à travailler, enfin surtout elle, hein, moi j'ai juste aidé, une autre base de données qui s'appelle AGIS, qui est l'inverse complet. C'est une base de données qui se veut très générique, avec l'idée de pouvoir mettre vraiment toutes les situations dedans, que ce soit des systèmes multi-espèces ou aussi tout ce qui est les essais de génétique et tout ça. Et du coup, le petit souci que je ressens, moi, dans son utilisation, c'est qu'inversement, la base de données Ecofi qui était simple à utiliser, AGIS devient un peu compliqué à utiliser. Voilà, surtout que moi, par exemple, je ne suis pas très bon pour gérer tout ce qui est Postgres, Access, tout ça. J'utilise quasiment que R. Donc, j'ai un peu du mal des fois. Du coup, en fait, ce que je me demande, c'est plutôt que de vouloir absolument faire ce choix générique ou pas générique, c'est peut-être qu'on pourrait faire le pari de travailler sur, pas un nombre incalculable, mais plein de petites bases de données adaptées à chaque situation. En fait, où chacun pourrait développer sa base de données comme il l'entend. Et comme ça, on pourrait répondre, en fait, c'est surtout pour répondre à plusieurs questions. Pourquoi on l'a fait? Parce que si on fait une base de données pour la modélisation ou pour juste sauvegarder des données brutes ou pour faire de l'analyse multiparcelle, en fait, ce n'est pas forcément la même structure, j'ai l'impression, qui est derrière. Pour qui aussi? C'est pour savoir, en fait, est-ce qu'on veut la donner à des spécialistes ou juste plus large? Parce que je pense que si c'est des spécialistes, on a peut-être besoin de moins rentrer dans certains détails que quand on veut une diffusion beaucoup plus large. Et après, il y a la question du format, qui n'est pas anodin du tout, enfin pour moi surtout. Parce que pour l'instant, j'avoue que c'est un peu la honte, mais quand j'ai travaillé les bases de données avec Sandrine, j'ai transformé ces fichiers en SQL et tout ça en fichiers texte pour pouvoir les manipuler plus facilement. Parce qu'en fait, j'arrive sous R, parce que j'avais un peu du mal à les utiliser. Même avec Access, ça me rendait un peu fou. Donc en fait, on pourrait faire comme ça plusieurs bases de données. Par exemple, là, actuellement, je travaille sur une 3e base de données pour un autre cas, qui est les plantes de couverture, et qui un truc plus simple que ce qui est actuellement dans AGIS et qui est plus facilement utilisé. Et du coup, pour passer à la 3e étape, qui est quand même vraiment le cœur du sujet, pour arriver au modèle de culture, donc moi je travaille actuellement avec 2 modèles, le modèle Mosicas qui est un modèle Cannes, développé à La Réunion, et le modèle Stix qui est un peu plus connu, qui est utilisé sur plein de cultures. Donc ce que j'ai fait un peu, on va dire bêtement, qui n'est pas le plus malin, c'est qu'en fait j'ai développé des scripts entre chaque... entre les 2 bases de données que j'ai fait et chaque modèle. Donc en fait, du coup, j'ai dû faire le travail 4 fois, ce qui n'est pas le plus efficace du monde, et puis ça prend du temps quand même. Et là, comme je vous le disais, je vais rajouter une 3e base de données, donc ça veut dire qu'il faudrait encore que je fasse 2 fois le travail, même si, à force, ça devient de plus en plus simple. Mais il y a un bon moyen, je pense qu'il faut, pour optimiser, en fait, c'est ce que va plutôt vous présenter Michel dans la présentation
Derrière, ce serait l'idée de développer ce que Michel appelle un master input. Il rigole, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi. Et où, comme ça, on pourrait relier ces bases de données individuelles, adaptées plutôt aux différentes situations, à ce tronc commun qui, lui, permettra de créer en fait les inputs des modèles de culture. Donc ça peut permettre, je pense, d'économiser du temps pour faire tous les liens, surtout au moment où on va avoir plein de bases de données qui vont se développer. Et donc pour conclure, je voulais conclure juste sur trois réflexions que je me suis faites là en faisant cette présentation. Dans la mesure du possible, je pense que tout ce qui est méthode de gestion des données, il faut essayer de les réfléchir en lien avec les habitudes des expérimentateurs. Ce n'est pas parce qu'on est têtu, même si, bon, un petit peu. Je pense c'est qu'en fait, il faut réaliser, je pense que tout ce qui est collecte de données sur le terrain, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, en fait, si les gens ont des habitudes, c'est pas pour rien souvent, je pense. C'est parce que c'est aussi leur manière d'être le plus efficace sur le terrain. Et du coup, il faut essayer de développer des outils qui permettent de faire facilement le lien entre les fichiers plus bruts et les bases de données, par exemple. On en avait discuté avec Cyril, qui travaille sur une base de données pour les modèles. Et par exemple, il y a la question, est-ce qu'il faut créer un intermédiaire pour faciliter le passage des tableaux Excel des chercheurs au format, par exemple, de la base de données sous SQL ou sous Access. Deuxième réflexion, moi j'ai eu la chance du coup quand même, comme il y avait Sandrine à la réunion avec moi, j'ai pas eu beaucoup de choix, mais j'ai été très sensibilisé à tout ce qui est la gestion des données et des outils. Et ça en fait, je pense qu'au final c'est vraiment une chance. Et donc je pense que dans notamment tout ce qui est le processus de recrutement, ce serait vraiment bien en fait d'avoir systématiquement des formations et puis une sensibilisation assez rapidement sur comment gérer ces données-là. Parce que là, comme ça, à la rigueur, on prend les bonnes habitudes dès le début et ce sera plus facile après. Et nous, dans l'unité AIDA, on a de la chance parce qu'on a plusieurs data scientists. Et en fait, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres unités. Mais du coup, ça permet vraiment en fait, de pouvoir faire tout le travail qu'on fait sur les bases de données, sur les liens données modèles. En fait, c'est possible que parce qu'on a ces data scientists. Donc, il y a les petits bonhommes là qui poussent, en fait, qui tirent vers le haut. Et en fait, je pense que, honnêtement, il faudrait peut-être inverser. Il faudrait que les data scientists nous forcent à monter et à gérer les données. Parce que des fois, on est un peu réfractaire. Donc, merci pour cette présentation. Moi, j'ai déjà fini. Donc, c'était plus pour introduire le sujet. On peut voir si on a quelques questions ou pas. Ou si on... Merci. Ouais. Merci Mathias pour ce retour. On peut prendre une ou deux questions. Il y aura une partie discussion après les trois présentations. Mais si vous avez déjà des questions dans le chat aussi, n'hésitez pas. Tu vois le chat? Je vois le chat. Je vois tout. Non, on va enchaîner alors et on discutera ensuite. Bon alors, je vais me présenter. Michel Giner, informaticien, donc data scientist. C'est vrai qu'on est dans un métier qui, en fonction de nos compétences, pourrait accepter diverses terminologies. Enfin bon, en premier lieu, il faut être justement très humain et accepter les trois éléments qui étaient cités sur la dernière diapo, en particulier le premier où le lien entre les différentes compétences se fait par du langage et chacun a son propre langage et c'est bien d'accepter le langage des expérimentateurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, il y a un petit panneau là, les 40 ans du CIRAD. Sacre bleu, ça fait bizarre parce que j'étais là presque au début. Ah, quelle horreur! Donc bon, moi je vous fais une petite présentation sur un outil qu'on a développé qui était un peu avant ce que Cyril va vous présenter et qui effectivement est un petit peu une passerelle autour des travaux des expérimentateurs jusqu'à la modélisation. Donc bon, ce produit s'appelle Data1000, c'est un nom hérité de travaux qui avaient été faits aussi avec Sandrine. Donc le contexte, c'est que on est dans une agronomie qui gère des systèmes de culture.
Ils ont besoin d'utiliser la modélisation parce que, quelque part, c'est un petit peu plus facile pour mettre en place des scénarios que l'on va proposer aux acteurs de terrain. Et bon, pour pouvoir mettre en place ces scénarios, il y a des grandes études qui sont menées en particulier par le consortium AGMIP et il y a des résultats. En particulier, un des premiers résultats, c'est que on aura une meilleure évaluation de ce que l'on veut mettre en place si on utilise plusieurs modèles. AGMIP s'est fixé à 8 modèles, ils ont trouvé un optimum à 8 modèles. Bon, nous, on a eu du mal à aller jusqu'au 8, parce que ça demande quand même pas mal de travail. On en est resté à 3. Mais en fait, c'est déjà pas mal, c'est les grands acteurs du marché. Un autre résultat, c'est que tous ces modèles peuvent travailler avec un jeu minimal d'informations. Et donc, on a fixé notre base de données sur ce jeu minimal d'informations. Et les inputs qu'on avait, qui ont pu être utilisés avec cet outil, sont soit des collectes de terrain, soit des données qui proviennent de sites météo, de sites de pédologie, des trucs comme ça, qui leur ont permis de faire de la mise au point de toute cette méthode de travail. Alors, l'idée de base, c'est de pouvoir préparer un plan d'expérience, des itinéraires techniques plus ou moins spécialisés, et puis de ne pas avoir le besoin de réimplémenter les données dans chacun des modèles. Donc à partir d'une base de données, parce que désolé, mais même si ça fait révulser certaines personnes, c'était quand même plus facile pour structurer l'information et tracer un petit peu ce qu'on avait fait. Donc à partir de cette base de données, on a écrit le logiciel qui va faire la traduction dans les différents formats de fichiers. Donc, ce qu'avait expliqué Mathias, oui, je me le suis cogné, et même longuement. Donc, effectivement, comme l'a dit Mathias, les avantages, c'est diminuer les risques d'erreur et puis essayer aussi de perdre un petit peu moins de temps dans la saisie des informations. Donc, ce que voulaient mes utilisateurs, c'est pouvoir créer leur plan d'expérience d'une manière un petit peu plus aisée, de pouvoir réutiliser les données dans chacun des modèles, ça je l'ai déjà dit, générer les différents formats natifs de chacun des modèles, donc les jeux de données, jeux de fichiers ou tables ad hoc, et puis de pouvoir collecter tous les résultats de simulation dans une seule table, de sorte de pouvoir avoir une base de travail pour les utiliser sous R. Donc bon, on n'est pas fâché si vous utilisez autre chose. Donc un exemple qui est donné souvent, c'est que la personne qui est à la base de ce travail avait l'idée d'utiliser 2 plantes, 3 dates de semis, 3 itinéraires techniques et 2 sols possibles. Et donc, on a la possibilité, à partir de SQL, de faire une requête de produits cartésiens qui rassemble toutes ces sources d'informations. Et à ce moment-là, on peut avoir toute notre définition de simulation qui va être faite d'un coup. Enfin, un petit peu plus rapidement que si on devait se les cogner à la main. Un autre avantage, c'est qu'on peut disposer de cette structure dans différents répertoires et donc avoir différents environnements d'exécution de cette application. Ce système, il a été mis au point pour un projet qui s'appelait Climate Kick Rise. Donc on a conçu la chaîne Acme Data Mill. Alors Acme, je ne me rappelle plus tout à fait ce que ça veut dire, mais bon, l'histoire c'est utiliser un système complexe d'information pour générer facilement vos simulations. En fait, c'est basé sur 2 bases de données qui recoupent ce qu'a présenté Mathias. C'est donc cette histoire de master input. En fait, c'était son nom, mais bon,
c'est pas très bien de le réutiliser quand même. C'est une base de données qui contienne toute l'information utile, c'est celle qui va permettre d'élaborer les différentes simulations. Et puis, on l'a mis dans une autre base de données parce qu'on a travaillé comme ça, on a élaboré notre système et on a géré toute la traçabilité de l'information à partir de cette base de données Model Dictionary dans laquelle on a une table qui s'appelle variable. Au moins on sait où on va. Les noms des fois ont de l'importance et donc on rejoint ce que disait Mathias dans sa dernière diapo. Quand un expérimentateur a des habitudes, on essaye de garder le nom de sa variable et puis on se débrouille derrière. Donc on utilise 3 modèles, donc Stix dans sa version 9, DSAT dans sa version 4.7 et le modèle de François Folder, Celsius, arrêté à sa mouture de novembre 2017. Donc Stix et DSAT utilisent des fichiers texte en entrée. Ils ont leur format, leur propre format. Il faut rester collé à ça. Et Celsius, c'est une base de données Access en fait. Ce que fait le logiciel Datamil, c'est qu'il va s'appuyer sur ces 2 bases de données. Il va créer un ensemble de répertoires, donc un répertoire par modèle, par simulation. On automatise les lancements, ça c'est pas le plus compliqué. Et puis on peut collecter et agréger toutes les informations dans une table qu'on avait nommée Summary Output. Le souci, c'est comme l'avait dit Mathias, c'est bien que tu aies parlé avant, hein, ça m'aide beaucoup. C'est que le code de Datamil et les bases de données sont intimement liés. Donc on ne peut pas vraiment faire n'importe quoi, on est obligé chaque fois de faire du code. Donc la base de données Master Input qui sera justement ce que vont regarder beaucoup les expérimentateurs, elle est basée sur les objets de l'expérimentateur, donc son expérience virtuelle. Ouais, on la voit. Non, là, j'ai pas la souris, bon, tant pis. Le climat, l'itinéraire technique, le cultivar, les sols. Et en fait, en clair, elle n'est pas si compliquée que ça. Il n'y a pas un trop grand nombre de tables. Et à l'intérieur de chacune de ces tables, les champs portent des noms qui sont proches de la compétence de l'expérimentateur. Ça m'a demandé du boulot d'apprendre tout ça. Hein. Mais c'est pas grave. Donc, le logiciel Datamil, il se base sur la lecture de la table qui est la structure des simulations. C'est une table très simple qui va prendre l'identificateur du sol, l'identificateur de l'itinéraire technique, des trucs comme ça, quoi, qui sont mieux exprimés dans chacune des tables. Donc, dans le code de Datamil, j'utilise principalement 2 requêtes pour faire chacun des fichiers texte. Une qui va lire le dictionnaire de données dans lequel, le dictionnaire de variables dans lequel on a des informations sur les propriétés de chacune de ces variables, et une autre qui va lire spécifiquement les tables de master input pour pouvoir constituer le fichier texte qui va bien. Dans la constitution des fichiers, on a 3 cas de figure. Soit on recopie directement la donnée qui est dans master input, c'est normal, c'est la donnée que l'on veut mettre en œuvre. Soit un champ pour lequel on considère, on n'a pas de valeur à évaluer. On va donc avoir une valeur par défaut qui est mise selon l'expertise de l'expérimentateur. Donc on ne s'éloigne pas trop de la compétence de l'expérimentateur, il n'y a pas de magie derrière tout ça. Et sinon, un champ calculé parce que certaines variables sont prises à partir de valeurs qui sont communes à tous les expérimentateurs, mais qui dans les modèles ne sont pas toujours considérées de la même manière. En particulier des problèmes de capacité en eau qui sont évalués de manière différente dans chacun des modèles et en particulier avec des unités différentes. Donc on a des transpositions à ce niveau-là. Donc on peut gérer quand même quelques transformations d'informations.
donc ce que j'avais exprimé plus tôt, donc les deux... Hein, si j'avais de quoi... Non, bon, tant pis. Donc nos deux bases de données d'input, le logiciel qui fait la transformation et les structures de répertoire qui permettent d'obtenir des simulations individualisées, comme les ferait chacun des modèles, et que l'on parcourt après pour récupérer toute l'information qui nous intéresse. Et donc là, j'espère que je ne vous ai pas trop emmêlé les idées. Si vous avez des questions, je vous en prie. Nickel. Yes. Merci Michel. Des questions? Comme c'est une question spécifique, en fait, c'est de ce que tu disais là sur les valeurs par défaut. Oui. Parce que du coup, j'ai eu un peu le même problème. Comment vous avez fait? Parce que en fonction des cultures, en fonction peut-être des situations, en fait, des fois, il faut jouer avec plein de valeurs par défaut différentes. Est-ce que vous avez fait genre une sorte de base de données, 2 valeurs par défaut en fonction des cas ou... Alors, c'est ce que je disais quand on peut utiliser plusieurs environnements de DataMill. Si effectivement on a des valeurs par défaut qui sont susceptibles d'être différentes suivant le contexte, on peut très bien se créer un certain nombre de répertoires dans lesquels on a structuré toutes les simulations qu'on veut faire, et on va avoir, comme on a des répertoires différents, des bases différentes dans lesquelles on aura des valeurs différentes. Et c'est comme ça qu'on réussit pour le moment à contourner le problème, parce que on multiplie le nombre d'environnements, on est obligé, donc ça donne une charge mentale de se rappeler, tiens, dans ce truc-là qui porte le même nom, j'ai gardé des trucs, ah ben oui, c'était bien ça que je voulais utiliser. D'où l'intérêt d'avoir une notion de traçabilité et de noter, de se faire une petite table dans la base de données Model Dictionary dans laquelle on dit, voilà, j'ai écrit ci, j'ai écrit ça, et je suis l'évolution de mon information. Donc, quand tu parlais de faire ta saisie papier sur le terrain, pour moi, parce que j'ai travaillé dans une démarche qualité, les gars, ce qui les intéressait dans leur labo, c'était d'avoir un cahier de laboratoire. Donc ils faisaient suivre un gros cahier papier sur lequel ils notaient tout. Bon, là, on peut se substituer à ce cahier une table ou une feuille Excel dans laquelle on garde le suivi de notre information, ou tout simplement un petit fichier README qui aidera à suivre l'affaire. Mais on est très proche dans nos concepts. Alors on a une question dans le chat, mais pour Mathias. À multiplier les bases de données, tu n'as pas peur d'avoir des infos identiques à plein d'endroits, d'où des potentiels problèmes de maintien d'intégrité? Oui, bonne question. Alors, je dirais le fait d'avoir des informations à plusieurs endroits, ça ne me pose pas de problème psychologique. Enfin, ça me dérange pas, parce qu'à la rigueur, je peux utiliser ça, dépend de la manière dont je vais utiliser l'information. Par contre, effectivement, la question, c'est si jamais il y a une erreur qui se crée à un endroit donné et pas dans une autre base, c'est ça derrière l'intégrité. Ouais, ça peut être ça. Tu as différents niveaux d'intégrité. Est-ce que du coup, une solution, ce serait pas en fait d'avoir un fichier de départ, quoi qu'il arrive, qui serait par exemple sur le Dataverse, le fichier brut, et c'est de lui qu'on travaille pour aller vers chaque base de données, et quoi qu'il arrive, on peut toujours revenir au fichier de départ. Tu as des solutions techniques aussi qui sont de dire, bon, ben, ici j'ai ma base de données avec mes informations variétales ou mes informations sol, et puis dans la base de données qui est mon exercice, je vais lier mes informations, comme si on faisait un raccourci, je vais lier ma table à la table source qui, elle, a des informations toujours vérifiées. Ces notions d'intégrité, je dirais que c'est la charge mentale de celui qui manipule les données, qui est censé les administrer, et c'est sa rigueur qui permettra de dire ça c'est bon. C'est pour ça qu'en principe
on aime bien avoir une base de données centrale, parce que là, il y a un élément, mais si on n'a pas le choix, ça vaut le coup d'avoir un maillage, et à ce moment-là, on considère que c'est le disque sur lequel ça se trouve, ou le réseau sur lequel ça se trouve, qui est la base de données. C'est un peu diffus comme notion de base de données. Ouais, mais juste, en tout cas, l'idée de multiplier les bases de données est peut-être pas bonne, hein, juste par rapport à la question. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces présentations très intéressantes et surtout pour l'effort de vulgarisation fait. C'est très appréciable. Merci. Alors, la question que j'avais, en fait, c'était vis-à-vis des versions que vous utilisez pour Celsius, Styx et Desat, parce que voilà, je vois que vous êtes fixé à des versions particulières. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, du coup, d'utiliser à chaque fois les dernières versions ? C'est-à-dire de récupérer les derniers projets Styx, récupérer les derniers projets Desat. Alors, je ne parle pas pour Celsius, je crois que c'est sur Windows aussi. Ouais. Et voilà, de pouvoir forker ou faire un miroir des projets et ensuite de modifier sur une forge locale, du coup, de modifier les entrées. Des codes sources pour modifier les entrées. Est-ce que ça pourrait vous aider, et notamment à pouvoir utiliser les dernières versions de ces logiciels ? Alors, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que on crée des fichiers texte. Ça veut dire que pour chaque ligne d'un fichier, chaque ligne dans un fichier de sortie, il va y avoir une ou plusieurs lignes de code qui va être concernées. On nomme des champs de manière assez rigoureuse. Et donc, d'une version dans l'autre, la plupart du temps, on a des champs supplémentaires à renseigner. Donc là, l'idée la plus simpliste qui a pu être trouvée, c'est dire, j'ai la version 9 de Styx, pour la version 10, je me fais un onglet supplémentaire qui va récupérer la structure de la version 9 et je rajoute tout ce qui va bien dans mon code. C'est pas très long à produire, mais c'est une lourdeur qui est quand même conséquente. Alors après, à un moment donné, Mathias et Sandrine, qui travaillaient sur ces sujets-là, m'ont dit, mais ton datamil, tu pourrais pas nous faire une version générique ? Alors j'ai adapté mon système, je me suis fait des petites requêtes qui permettaient justement de prendre en charge les transformations de variables, aller chercher des variables qui avaient des noms différents pour pouvoir accéder, gérer une base de données qui avait une structure différente. Ça peut marcher. Pour le moment, le produit n'a même pas été testé, il n'est pas validé, tout le monde est un peu la tête dans le sac de ces sujets. Oui, on peut faire ça, mais du moment qu'en sortie, on a des lignes différentes que l'on doit écrire, malheureusement, je suis obligé d'avoir quelque chose qui... Je peux aussi faire de la programmation conditionnelle, c'est-à-dire je suis avec telle version de sortie, donc je me rajoute un champ supplémentaire. Tu veux travailler avec la version Styx 9 ? Ok, pas de problème. Et je vais avoir, en fonction de l'endroit où je me trouve dans le fichier, un test qui me dit « Ah, si c'est la 9, tu écris ça. Si c'est la 10, tu écris ça. » La 11, elle n'est pas encore arrivée. Puis, oui, ça complique un peu les choses après. Ça reste toujours difficile de faire des outils de transposition d'une structure de données dans une autre. C'est pour ça qu'on est là. C'est pas le plus marrant, mais on est là pour ça. Merci Michel. Et aussi une autre question, cette fois-ci plus orientée sur la collecte. Parce que c'est vrai que Mathias, du coup, tu disais que voilà, chaque équipe avait ses habitudes. Mais du coup, est-ce qu'il a envisagé d'utiliser des cahiers de labo électroniques et du coup d'envisager une interopérabilité avec ce type d'outils ? Oui, c'est là où je parle le meilleur exemple, et c'est pour ça que je disais que c'était quand même un point de vue très personnel. C'est que quand même globalement dans l'équipe, il y a plus de gens qui commencent à s'intéresser aux outils de collecte un peu plus automatiques justement, des petites cobos et tout ça, avec des applications sur le terrain. C'est juste que moi, je suis un peu, voilà. Pour l'instant, je ne crois pas. En fait, j'ai essayé plusieurs fois. Mais c'était aussi, il y a quelques années, je pense qu'il n'y avait pas les bons outils, et puis en fait, ça ne marchait pas bien. Donc je pense que globalement, on va quand même plus vers une tendance de développer les outils qui vont permettre d'aller plus vite que la feuille de papier. Mais okay, je ne suis pas le bon. Merci et bon courage du coup. Pour info, la délégation qualité a toutes les références pour avoir des cahiers électroniques pour faire le suivi à la parcelle.
Ah, pardon. Ok. Pour tout ce qui est cahier de labo, la délégation qualité peut nous épauler aussi là-dessus, parce que c'était un de leurs sujets, mais bon, il y a quelques années. Hein. De la même manière, il y a des métrologues qui peuvent nous donner un petit soutien pour valider la qualité des données et définir des intervalles de confiance proprement. Encore des questions dans le chat aussi? Ok, on va passer à la présentation de Cyril alors. Bonjour, donc je vais me présenter. Je suis Cyril Midengoï. J'ai été recruté au CIRAD il y a environ 17 mois en tant que responsable du laboratoire de modélisation Sol Culture Arbre. Et donc c'est un laboratoire derrière lequel il y a quand même une équipe opérationnelle. Donc c'est une présentation faite par cette équipe opérationnelle. Donc l'ensemble des travaux qui vous seront présentés dans le cadre de ce laboratoire sont effectués dans ce groupe dont vous avez les noms également sur la première diapo. Et donc, d'entrée de jeu, je vous présenterai le laboratoire de modélisation. Ensuite, les deux activités sur lesquelles nous travaillons, à savoir la mise en place d'une plateforme multisimulation large échelle de modèles de culture spatialisés. Ensuite, nous définissons aussi un schéma générique de données agronomiques expérimentales à visée modélisation. Et après, je vous présenterai quelques implications du laboratoire dans des initiatives existantes extérieures. Alors, donc dans quel contexte est né le laboratoire? Vous savez que le CIRAD est impliqué dans pas mal de projets dans le Sud. Et donc, ces pays du Sud sont confrontés au changement climatique. Donc, il y a besoin de pouvoir renforcer également la capacité des chercheurs du CIRAD par simulation pour traiter justement des questions scientifiques et opérationnelles relatives à l'évaluation des performances des systèmes de culture. Et aussi, il y a besoin de pouvoir évaluer à large échelle ces effets de changement climatique sur les systèmes de production et également de mettre en place différentes stratégies d'adaptation et d'atténuation. Nous savons quand même qu'au niveau du CIRAD, il y a de très bons chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Il y a une forte expertise au CIRAD. Cependant, il y a un manque ou peu de synergie, de stratégie collective. Donc justement, le laboratoire est mis en place pour créer cette synergie entre les chercheurs, les utilisateurs de modèles, les modélisateurs ou les partenaires qui ont pour but justement de pouvoir utiliser les modèles pour pouvoir répondre à ces questions scientifiques. Alors, le laboratoire de modélisation est créé au sein du département Persiste dans l'unité AIDA, mais nos projets, nos activités sont ouvertes à tout le public du CIRAD. Donc, c'est un laboratoire dont les activités ont démarré, à proprement dit, en juin 2023, donc ça fait moins d'un an. Donc, l'objectif justement de cet atelier, c'est de faire connaître ce laboratoire, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas ce laboratoire. Donc, ce laboratoire, c'est bien au-delà d'un outil, ce n'est pas qu'un outil, ce n'est pas qu'une plateforme, ce n'est pas qu'un réseau. Donc, c'est à la fois les trois, parce que ce laboratoire a pour but justement de développer des outils, de créer des plateformes, de créer une synergie entre les différents petits réseaux qui existaient, avec différents objectifs scientifiques, opérationnels et organisationnels. Donc, comme je vous l'ai dit, d'entrée de jeu, il y a toute une équipe opérationnelle derrière ce laboratoire avec différentes disciplines en agronomie, en modélisation, en statistique, en informatique et en système d'information géographique. Alors, quels sont les grands objectifs du laboratoire? Donc, l'objectif général, c'est déjà de pouvoir organiser, faciliter, accompagner les travaux de conception, construction, mise en œuvre opérationnelle et évaluation des performances techniques et scientifiques des modèles Sol Culture Arbre au CIRAD. Et donc, l'objectif scientifique, c'est de pouvoir simuler le fonctionnement des systèmes de culture
d'accord, pour une large gamme de cultures tropicales. Et comme objectif opérationnel, justement, c'est de mettre en place une plateforme opérationnelle, d'accord, pour un usage collectif, comme je le disais, créer cette synergie avec la création de différents outils développés, bien évidemment en fonction des objectifs identifiés, des besoins identifiés auprès des chercheurs, des modélisateurs du CIRAD, et aussi en collaboration avec les grandes équipes de grands modèles reconnus internationalement comme DESAT, STIX et autres. Donc, et derrière également, on a un objectif organisationnel, c'est de créer au fait un réseau, une communauté de pratiques autour de la modélisation, d'accord, et de créer justement cette synergie entre, au niveau CIRAD, au niveau Persys voire CIRAD, des utilisateurs et concepteurs de modèles. Donc, le rôle de l'équipe opérationnelle, d'accord, l'équipe que vous avez présentée, donc, premièrement, c'est de pouvoir recueillir et analyser les besoins des utilisateurs. Donc, premièrement, il faut qu'on identifie quels sont vos besoins réels en termes de modélisation, en termes d'outils, tous les outils qui accompagnent les modèles, d'accord, que je vais vous présenter ces besoins. Ensuite, à partir de ces besoins, nous allons élaborer une feuille de route qui sera validée au sein d'un comité de pilotage du laboratoire. Et notre rôle également, c'est de pouvoir co-développer et étendre les services du labo. Co-développer, ça veut dire que c'est en partenariat avec les chercheurs qui ont émis ces besoins. D'accord? Donc, on pourra travailler ensemble. Assurer la formation et la mise en œuvre des supports aux utilisateurs. La première présentation montre clairement le besoin de pouvoir former les chercheurs en ce qui concerne les bases de données et autres. Donc, la formation, elle est primordiale dans le cadre du laboratoire. Et également, la mise en œuvre des supports utilisateurs. Et comme je l'ai dit tantôt, notre but principal est aussi d'animer cette communauté de pratiques autour des données ou des modèles. Alors, quelles sont les grandes compétences, services? Donc, comme vous voyez très bien à l'écran. Donc, les modèles sont au cœur de ce laboratoire. Nous avons différents types de modèles. Et après, quels sont les outils ou quels sont les besoins autour de ces modèles? Donc, l'un des besoins, ce serait l'amélioration de modèles. Donc, le service que propose également ce laboratoire, c'est d'accompagner à l'amélioration des modèles existants ou la création de nouveaux modèles. C'est d'accompagner aussi dans la mise en place d'une bibliothèque au fait de méthodes, que ce soit les méthodes de calibration, d'évaluation de modèles, d'analyse de sensibilité. Et également, comment est-ce qu'on peut réutiliser différentes bases de données provenant de différentes sources. Et la question de la formation, fait partie également des services. Et la question aussi de pouvoir coupler les modèles avec d'autres modèles, d'autres types de modèles pour répondre à des questions, à d'autres questions environnementales et autres. Et tout ceci se fait à partir quand même d'une forte compétence en ingénierie informatique, en manipulation des données volumineuses et également la capacité de pouvoir utiliser différentes ressources informatiques dont les clusters, le cloud, ainsi de suite. Alors ici, je vous présente juste un schéma caricatural de ce que peut être au fait l'architecture de ce laboratoire, où dont la conception reste itérative, incrémentale à partir de mini-projets. Donc au fur et à mesure que nous avons des besoins, nous allons pouvoir étendre au fait cette architecture. Mais tout tourne autour, au fait, comme on a trois composantes, la composante que j'appelle la couche de composants, qui représente ici les modèles, les bases de données et les outils autour. Et puis, il y a une composante qui est plus application scientifique, qui est au fait les services autour des modèles, des bases de données, des outils, qui est l'amélioration des modèles, le lien avec le couplage de différents modèles, la génération des scénarios, l'harmonisation des données et l'évaluation des modèles. Après tout ceci, comment est-ce qu'on pourra exécuter tout ceci à travers quand même des ressources informatiques, que j'appelle ici la couche physique, que ce soit sur son propre ordinateur local ou bien sur des serveurs, sur des clouds ou voilà, sur des HPC. Donc, en juin dernier, nous avons défini au fait un formulaire pour pouvoir recueillir
les besoins des utilisateurs de modèles ou des modélisateurs. Donc, on avait une quarantaine de personnes que nous avons, à qui nous avons envoyé le formulaire, qui ont répondu. Et comme vous voyez très bien, ils sont tous, voilà, il y a une majorité quand même qui reconnaît quand même le besoin de se faire former dans ces différents domaines que nous avons précités. Également, vous avez un fort besoin en termes de définition d'un schéma pour pouvoir représenter les données. Comme Mathias l'a dit, il y a différentes bases de données, il y a différentes structures que les gens utilisent pour pouvoir stocker les données. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Et ils ont aussi comme besoin de pouvoir mettre en place tout un processus d'extraction de données, de transformation de données et de chargement de données pour pouvoir alimenter les modèles. Et on peut voir également comme besoin prépondérant la création de nouveaux formalismes, c'est-à-dire de nouveaux processus dans les modèles pour pouvoir soit tropicaliser les modèles qui sont à la base au fait développés pour des situations en Europe et qui ne sont pas toujours adaptés pour les situations dans les pays du Sud. Alors, donc aussi, durant notre enquête, on a aussi cherché à savoir quels sont les modèles qui sont plus utilisés au sein du CIRAD, voire au sein du groupe qui a été interviewé. Donc, vous voyez très bien que les modèles majeurs sont STIX, DSAT, voilà, qui sont très utilisés au niveau du CIRAD. Donc, par contre, il y a quand même d'autres modèles qui ne sont pas des modèles de culture. Il y a des modèles d'arbres également, parce que, comme je l'ai dit tantôt, le laboratoire s'occupe également à la fois des modèles sol-culture, mais aussi des modèles d'arbres. Et également, on a d'autres types de modèles sur l'écosystème et tout. Donc, du coup, dans le cadre de la plateforme, nous allons prendre en fait, les modèles majoritaires avec un modèle d'arbre pour l'instant qui sera le modèle MAESPA. Et puis les modèles de culture qui seront beaucoup plus pris en compte, ce seraient STIX, DSAT, Celsius, Sarache et puis Samara. Et APSIM. Alors, donc là, je finis la présentation du laboratoire. D'accord? Donc ici, nous allons entrer vivement dans les activités que nous sommes en train de mettre en œuvre ou qui ont été déjà implémentées et qui continuent d'être maintenues. Donc la première activité, c'était la mise en place d'une plateforme multisimulation, large échelle de modèles de culture spatialisés. Là, ici, il y a trois notions là. C'est que à la fois, la plateforme doit pouvoir implémenter ou doit pouvoir mettre en œuvre plusieurs modèles, pas un seul modèle. Deuxièmement, nous sommes dans le cadre de large échelle, ça veut dire que nous avons des millions de simulations à pouvoir exécuter, donc ce qui fait référence aux outils, aux ressources informatiques. Et troisièmement, là, on parle de la spatialisation des modèles. Donc, on a vraiment trois éléments à mettre en œuvre dans le cadre de cette activité. Et justement, spatialiser les modèles, c'est justement pour comprendre les formalismes sur des échelles plus larges, parce que les modèles à la base sont développés sur des points au niveau parcellaire. Là, on cherche maintenant à voir au-delà de l'échelle de la canopée ou bien de la parcelle. Comprendre également l'hétérogénéité spatiale pour les différentes sorties des modèles, que ce soit les rendements, les biomasses. Et l'amélioration des estimations ici, parce que voilà, c'est une plateforme qui va prendre en compte plusieurs modèles. Mais comme il est dit dans la littérature, un ensemble de modèles, ou bien la médiane nous fait des sorties des modèles prédit mieux qu'un modèle individuel. Donc, quelle est notre approche? Notre principe ici, c'est de pouvoir définir au fait un conteneur de modèles de culture. Qu'est-ce que ça signifie un conteneur? L'idée ici, c'est que dans notre système, on ne va pas laisser l'utilisateur à la tâche de pouvoir installer lui-même un modèle, deux modèles, trois modèles. Et non, ce ne serait même pas possible parce qu'on veut l'utiliser dans des ressources comme HPC. Donc, il faudrait justement définir au fait cette façon de pouvoir installer les modèles dans un système, les embarquer dans ce système pour pouvoir être utilisés sur différents supports.
Et donc également, cette façon de pouvoir containeriser également les modèles nous permet également de pouvoir prendre en charge un certain nombre de modules, de librairies qui seront déjà préinstallés dans notre système et qui pourraient être utilisés pour d'autres analyses. Deuxièmement, c'est de pouvoir développer une approche de spatialisation des modèles, parce que les modèles au départ, ce n'était pas pour la spatialisation. Donc ce sont des points, longitude, latitude, sur lesquels on fait des estimations. Également, notre projet, c'est de pouvoir simuler un certain nombre de modèles à partir d'un même jeu de données, comme ce qu'a présenté tout à l'heure Michel. Alors, quelles sont les raisons du choix d'un conteneur? Oui, un conteneur parce qu'on veut faire nos simulations sur différents supports, sur différents systèmes d'exploitation, que ce soit sur Linux ou sur Windows, donc on est capable de pouvoir, ou sur Macintosh, on est capable de pouvoir, lorsqu'on va vous donner au fait notre système, que vous soyez capable de pouvoir l'exécuter sur ces différents supports. Donc, c'est à cause de la portabilité, d'accord? Ensuite, à cause de la reproductibilité. Vous savez très bien que quand vous faites un script, ou bien un script R aujourd'hui, dans 2 mois, ça peut ne pas marcher. Ouais, parce que peut-être que R a changé de version, peut-être que les dépendances ne sont plus les mêmes, il y a une dépendance qui a été mise à jour et tout. Donc, justement, l'idée de pouvoir définir un conteneur pour ces scripts, d'ailleurs, même pour ce que vous faites, c'est intéressant de pouvoir les embarquer dans un conteneur où vous avez déjà défini toutes les dépendances qu'il faut pour que ça soit reproductible aux résultats. Donc, justement, ça donne aussi la liberté à l'utilisateur de pouvoir appeler toutes les fonctions qui seront embarquées dans ce conteneur et pouvoir également donne aussi la capacité de prendre déjà en charge les ressources sur HPC existantes. Parce que voilà, c'est le seul moyen, c'est presque le seul moyen pour pouvoir mieux utiliser le système sur ces genres de ressources. Parce que ce n'est pas toujours évident de pouvoir appeler l'administrateur du système HPC pour dire, voilà, j'ai besoin de telle librairie. Est-ce que tu peux m'installer parce que la librairie n'est pas préinstallée sur l'HPC? Mais lorsque tout est embarqué dans ton conteneur, tu es libre, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, comment est-ce que ça se passe? Le système qui est à droite, c'est que voilà, on a pas mal de modèles qui sont développés en Fortran, qui sont développés en C#, qui sont développés en Visual Basic. Donc, il faut tout embarquer au fait, dans ce système-là, toute l'installation. Donc, ça limite déjà... Ça limite déjà en fait tout le travail de l'utilisateur. L'utilisateur n'a plus besoin de pouvoir faire toutes ces installations. Comment le système est mis en place? On a défini une sorte de fichier de configuration, un fichier exécutable d'ailleurs, un makefile, où nous avons défini au fait l'ensemble des processus qui seront exécutés, compilés. D'accord? Comment est-ce qu'on peut compiler si c'est des modèles compilables? Comment est-ce qu'on peut compiler des SAT, STIX? Parce qu'on prend justement on ne prend pas toujours la version. On peut soit prendre la version qui est déjà précompilée, comme on peut prendre également la version code source qu'on va compiler soi-même à travers ce makefile. Donc, mais dans le cas de notre exercice là, c'est la version code source de DSAT qu'on a pris, qu'on a compilé au fait à travers ce makefile. Par contre, pour Stix, je pense que c'est la version exécutable directement qui a été mise en place. Celsius, c'est une version qui a été recompilée. Et là, nous sommes dans la phase de pouvoir intégrer AppSim. Ce n'est pas encore fait, donc ce sera bientôt fait. Et donc, l'idée, c'est qu'on a défini justement toutes des instructions pour pouvoir soit compiler, soit appeler directement et les exécutables de ces modèles dans ces makefiles à travers un Dockerfile qui nous permet au fait d'avoir une image qui pourra représenter au fait tout notre système. L'image Docker va nous permettre maintenant de pouvoir générer ce qu'on appelle l'image Singularity. Singularity, c'est juste une solution de containerisation, comme je vous l'ai dit. C'est juste pour pouvoir embarquer nos applications, nos modules dans un même système. Donc, on est passé par Singularity et ça nous permet justement d'être libre, d'avoir le choix de n'importe quel environnement de simulation, et HPC Cloud ou bien serveur. Si vous voulez, je peux entrer dans les détails. Alors, donc, comme approche de spatialisation des modèles, voilà un peu le processus.
Nous avons défini déjà une interface qui permet de faire le téléchargement et le pré-traitement des images provenant de différentes sources pour pouvoir avoir les valeurs, les données sur le climat, le sol, l'altitude et même les masques de culture. Donc, ça, le pré-traitement, ça peut concerner le fait que ces données ne sont pas à la même résolution spatiale, donc il faut faire la reprojection, c'est pas dans la même coordonnée géographique et tout, donc il faut essayer de faire ce type de reprojection de pré-traitement. Et ensuite, le système nous permet de définir au fait le choix de notre zone de simulation. Et comme vous l'avez vu sur la carte, la partie subsaharienne, donc on a au fait on a pu télécharger toutes ces données au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc avec le système, on peut définir la zone où on veut faire la simulation. Donc ce système va vous permettre d'extraire automatiquement cette zone, toutes les données concernant cette zone et de lancer après la simulation. Donc on aura maintenant des sorties spatialisées telles que le rendement, l'indice foliaire, la biomasse, ainsi que d'autres sorties spatialisées pour l'ensemble des modèles qui sont intégrés dans la plateforme. Après, si vous avez envie de savoir quel est le système de parallélisation qui est derrière tout ceci, voilà, je peux entrer dans les détails. Et donc, c'est quelques résultats à partir de cette plateforme multisimulation. On veut essayer de pouvoir faire la simulation de rendement en fonction de différentes stratégies de simulation, que ce soit du rendement limité en eau ou bien que ce soit du rendement limité à la fois en eau ou en azote. Voilà, donc avec différents niveaux de fertilisation. Donc, ce système nous permet justement d'avoir ces résultats. Et comme application, comme je l'ai dit, nous avons pour l'instant 3 types d'applications. Une première application, c'est qu'à partir de ce système, on peut générer de larges plans d'expérimentation virtuelle appliqués sur l'ensemble des pixels. Donc, ça peut être justement comme objectif de pouvoir évaluer différentes stratégies de pratiques agricoles par combinaison de plusieurs facteurs, comme ce qu'a montré Michel tout à l'heure quand il parlait de faire des requêtes pour pouvoir faire un produit cartésien de l'ensemble des facteurs. Ici, le système ne nous permet pas de faire des requêtes, de faire nous-mêmes des requêtes, mais déjà derrière, au fait, il est implémenté. Lorsque vous définissez tous les facteurs dont vous avez besoin, que ce soit le niveau de fertilisation, que ce soit le type de culture, que ce soit le type de sol, que ce soit les différentes conditions initiales, et bien d'autres. Donc, on peut faire justement ce produit cartésien et générer automatiquement en fait, toutes les expérimentations virtuelles et l'appliquer sur l'ensemble des pixels. Deuxièmement, c'est dans le cadre d'une collaboration avec le TH de Zurich où on a utilisé la plateforme pour pouvoir estimer les dates de semis optimales à partir d'une méthode qui consiste au fait à définir quelles sont les dates où on a un rendement maximal avec un faible coefficient de variation. Également, ce système nous permet également de faire des couplages de modèles. L'un des couplages de modèles, par exemple, c'est qu'on peut utiliser le modèle Celsius qui nous permet de pouvoir générer quelles sont les dates de semis qui nous permettent d'arriver jusqu'à maturation. D'accord? Et à partir de ces dates de semis, on peut pouvoir coupler les autres modèles, que ce soit STIC et DESAT, à utiliser ces dates de semis pour pouvoir faire les estimations. Donc, il y a plein d'autres stratégies de couplage de modèles qui peuvent bel et bien être implémentées à travers la plateforme. Alors, comme perspective, c'est une plateforme qui est en constante amélioration. Et également, son extension va dépendre des projets ou des besoins de modélisation, des modélisateurs ou utilisateurs de modèles. Et nous avons également comme projet de pouvoir intégrer de nouveaux modèles. Et c'est aussi un outil pour quand même la reproductibilité des travaux de modélisation. Donc, on peut bel et bien définir d'autres conteneurs pour vos exercices de modélisation parce que oui, à la fois quand les doctorants finissent leur projet, il n'y a personne pour exécuter ce que le doctorant a fait. Voilà, et c'est plus possible de l'utiliser. Donc, il est intéressant de voir quand même comment est-ce que vous pouvez conteneuriser tout ce que les doctorants font pour que ça soit reproductible.
Voilà donc la fin de la première activité dans le cadre du labo. Donc là, je vous parle de la seconde activité qui concerne la définition d'un schéma générique de base de données agronomiques expérimentales à but modélisation. Donc au début, vous avez eu deux présentations déjà sur les bases de données. D'accord? Et là, ce que j'appelle ici schéma de données, c'est la façon d'organiser les données. C'est vraiment la structure de données. Donc, il faut faire la différence entre base de données et le schéma de données. La base de données répond au fait à un schéma de données. D'accord? C'est pour rendre conforme au fait à cette base, à un schéma, à une structure de données. Donc, qu'est-ce qu'on constate déjà? C'est qu'il y a une forte croissance et hétérogénéité des données produites, ce qui remet justement en question l'utilisation ou la réutilisation dans la chaîne de simulation des modèles. Et donc, cette hétérogénéité, elle est due à la fois aux différentes sources, à la sémantique, d'accord, à la structure et aussi à la nature des données, mais aussi au contexte ou objectif. Parce que ce qui est remarqué, c'est que en fonction des objectifs de l'expérimentation, on est obligé de triturer sa base existante pour répondre au fait aux nouveaux objectifs, ou en définissant d'autres tables, en ajoutant d'autres colonnes. Donc voilà, donc c'est vraiment très hétérogène ces différentes bases. Et également, ce n'est pas uniquement les bases de données, les données ne sont pas forcément structurées, mais avec différents schémas. Il y a aussi les données sous forme tabulaire, ce sont des données semi-structurées qui sont souvent très mal organisées également. Alors, donc il y a justement des solutions qui existent déjà pour faire face à cette hétérogénéité. Il y a un certain nombre de travaux sur la standardisation des variables ainsi que des formats de données. Et il y a plusieurs standards, on se pose la question pourquoi tout le monde ne se réunit pas sur un seul standard ou fait évoluer le standard existant. Et je ne pense pas que ce serait possible. Il y a le standard ICASA qui existe, qui a été mis en place dans le cadre de AgMIP, du projet AgMIP, et qui est très utilisé par les modélisateurs. Il y a d'autres standards comme Crop Ontology, comme AEGIS qu'a présenté, que mon collègue a présenté tout à l'heure. Et puis également, il y a d'autres standards comme FIS qui a été implémenté au niveau de l'INRA. D'accord. Donc, quel est le problème là? Voilà, il y a une multitude de standards, donc des vocabulaires différents, des schémas de données différents et variables. Donc, le problème de réutilisation ou d'utilisation se pose toujours. Et par contre, il y a quand même des sujets qui portent également sur le lien entre les différents standards. Et je sais très bien qu'il y a déjà des liens entre ICASA, Crop Ontology. On peut très bien faire le lien entre ICASA, AEGIS, AEGIS, FIS. Mais par contre, si les formats de données restent encore différents, ce n'est pas toujours évident de pouvoir passer d'une base de données existante de ICASA vers une base de données AEGIS. Alors, ce que nous proposons dans le cadre du labo de modélisation, c'est de pouvoir à la fois gérer les informations qui proviennent de sources multiples et à différentes échelles. D'accord? Que ce soit définir les blocs, les parcelles, les plantes, au niveau de l'organe. Faciliter le stockage des données expérimentales diverses, que ce soit à durée longue, les différents systèmes de culture, rotation, culture mixte et tout. Définir un schéma de données générique et constant. Ça, c'est important. Parce que ce qu'on remarque également pour ceux qui utilisent les standards ICASA, ils sont parfois amenés à pouvoir modifier au fait, le format qui est derrière pour pouvoir tenir compte au fait, de leur exercice d'expérimentation. Et également, notre objectif, c'est de voir améliorer la traçabilité des itinéraires techniques appliqués aux unités d'expérimentation et assurer bien évidemment l'interopérabilité ou la réutilisation au fait, entre différents standards. Donc, quelle est l'approche qui a été mise en œuvre? Nous avons mis en œuvre au fait, notre schéma à partir d'une approche combinée qu'on appelle EAV, entité, attribut, valeur, et une approche existante aussi déjà qui s'appelle entité, relation. Je reviendrai un peu sur ces notions. Deuxièmement, notre approche repose sur la séparation des métadonnées du schéma de données, c'est-à-dire des standards, des variables qui sont mises déjà en place dans ces standards, et également le schéma de données. Et troisièmement, ce schéma peut être utilisé avec les standards existants.
Alors, donc, je disais que c'était une approche combinée entre à la fois entité-relation et entité-attribut-valeur. Donc, entité-relation, c'est-à-dire créer une relation entre les différentes tables. Alors, la question est de savoir quelles sont les tables dont on a besoin pour pouvoir stocker, au fait, nos données d'expérimentation. Il n'est pas facile de le dire, mais par contre, dans les schémas existants, il y a un certain nombre de tables invariantes. Donc, on a défini un projet, d'accord? On définit un projet, on a des essais, d'accord, sur un site. Également, dans nos essais, il y a des unités d'expérimentation. Également, dans cet essai fait sur un sol à différentes couches. Au niveau des unités d'expérimentation, il y a un certain nombre de traitements. Donc, ça, c'est invariant, quel que soit le type, le format ou bien le standard. Donc, justement, cette approche ER nous permet de mettre en relation ces différentes tables qui sont des standards. Par contre, là, si nous avons les tables que j'ai appelées ici des entités, les attributs, c'est-à-dire les différents champs, sont variables. Par exemple, comment je caractérise mon projet? Là, il dit du projet, le nom du projet. Quelqu'un d'autre peut dire, bon, voilà, je vais ajouter auteur, je vais ajouter description, je vais ajouter un certain nombre d'informations à projet. C'est pareil pour les autres tables. Comment est-ce qu'on étend, au fait, ces différents champs pour les projets? Sachant que lorsque tu as ta base de données, tu ajoutes de champs, tu es en train de changer le schéma de la base. Comme notre idée, c'est de pouvoir garder le même schéma et ne pas changer de schéma, ne pas rajouter ainsi d'autres champs à nos tables existantes. D'où l'approche, je suis allé trop vite en besogne. Avant de venir à l'approche EAV, d'abord vous allez noter au fait qu'au niveau de certaines entités, d'accord, de certaines tables, il y a une flèche qui se reboucle sur la même table. Là, c'est ce qu'on appelle un peu d'autoréférencement. Voilà, autoréférencé. La clé est autoréférencée. C'est-à-dire, lorsqu'on a une table, d'accord, il y a ce qu'on appelle la clé primaire. Une clé primaire, c'est une clé unique au fait à la table. Lorsqu'on fait des relations entre deux tables, on a ce qu'on appelle la clé étrangère. Donc, il y a la clé étrangère dans l'autre table qui fait la relation avec la clé primaire de l'autre table. D'accord? Et ici, vous avez une même table où on a cette flèche qui se reboucle sur la même table. C'est ce que j'appelle auto-référencé. Donc, à la fois dans la même table, nous avons la clé primaire et la clé étrangère. D'accord? Cette fonction nous permet de pouvoir passer à l'approche multi-échelle. C'est-à-dire, dans cette table, je dois pouvoir recomposer, dire que, par exemple, il y a un bloc qui contient une parcelle P1, une parcelle P2. Comme vous voyez déjà justement sur ce schéma, je dis par exemple mon essai trial 1 qui comporte deux blocs, bloc 1, bloc 2. Et au niveau du bloc 1, nous avons des plots, plot 1, plot 2. Et dans plot 1, nous avons fait des observations sur plot 1, plot 2. On peut avoir ce schéma jusqu'à avoir toute la traçabilité même des itinéraires techniques sur l'ensemble des plantes ou bien sur l'ensemble des plots qui sont dans notre système. Alors, donc je parlais tantôt justement du fait de rendre ce schéma invariant, mais avoir la possibilité de pouvoir étendre les attributs des différentes tables existantes, mais pas pour ajouter des colonnes, mais d'une autre façon qu'on a appelée ici entité attribut de valeur. Et quelles sont les propriétés de cette approche? Ça veut dire que nous avons une forme de flexibilité, donc on peut ajouter de nouveaux attributs sans changer le schéma de données. Deuxièmement, la notion de scalabilité, adapter différents contextes ou objectifs d'expérimentation agronomique. Ce schéma reste dynamique parce que utile dans les scénarios où les attributs des entités vont varier considérablement et une approche à schéma fixe serait impraticable ou inefficace. Vous avez déjà certaines, par exemple dans le cas d'ICASA, où on peut avoir dans une table qui peut avoir 20-25 attributs. Ouais, tu as 25 attributs, ça ne veut pas dire moi je fais mon expérimentation, je n'ai pas besoin de 25 attributs. C'est pour ça justement c'est une approche qui est très utilisée en médecine où un patient, ce n'est pas les mêmes pratiques qu'on fait sur un patient, les pratiques sont différentes, donc on ne va pas avoir une table patient déjà avec des attributs qui sont déjà prédéterminés, on risque d'avoir 1 million de colonnes.
Donc, les attributs en fonction du patient seraient différents. Donc, c'est cette approche qui est très utilisée. On s'est dit, bon, pourquoi ne pas utiliser aussi cette approche? Justement, ici, quand même, dans le cadre de pouvoir étendre, au fait, les attributs qui sont existants. Parce que dans notre table, on avait déjà défini un certain nombre d'attributs à projet. Mais l'idée, là, maintenant, de pouvoir ajouter d'autres attributs sans changer le schéma de la base. C'est ce qui est fait. Donc, on a ce qu'on appelle entité. On a ce qu'on appelle entité que j'ai appelé primary entity, les attributs, et puis maintenant, vous avez entité attribut valeur, et qui va concerner au fait différents types de projets. Donc, entité, dans la table entité, c'est ce qu'on appelle peut-être en informatique, ce qu'on appelle la classe, d'accord? Et la classe serait primary entity, project serait, c'est dans le project qu'on aura les différentes instances au fait de la classe qui seraient définies. Donc, dans primary entity, je définis quelles sont mes différentes classes, mais les différents types de tables dont je veux étendre les attributs. Par exemple, projet. Donc, dans primary entity, je déclare, par exemple, mon entité projet. Maintenant, dans projet, quels sont les nouveaux attributs que je veux rajouter à projet? Donc, dans cette table primary attribute, je peux rajouter tous les attributs dont j'ai besoin, qui ne sont pas, en fait, dans la table projet qui est là. D'accord? Et maintenant, la table projet EAV, qui est entité attribut valeur, me permet maintenant de pouvoir, pour chaque projet, type de projet qui est référencé par Project ID, de pouvoir lui ajouter au fait une valeur à un attribut indiqué dans la table primary attribute. Voilà. Donc, c'est vraiment cette approche qui est utilisée en plus de l'approche relationnelle. Ce serait la même approche qui serait utilisée pour définir les itinéraires techniques, parce qu'on ne peut pas prédéfinir l'ensemble des événements qui vont être pris en compte pour pouvoir intervenir sur la parcelle. Parce que c'est ce qui est remarqué dans la plupart des bases existantes. On a déjà prédéfini une table qui est fertilisation, une table qui est opération culturelle, toutes les tables d'opération culturelle. Et ça peut en faire beaucoup en fonction de type de culture dans l'expérimentation. Alors, comme perspective, c'est que nous sommes en train d'implémenter ce système dans différents systèmes de gestion de bases de données. Pas encore de feuilles Excel, d'accord? Dans différents systèmes de gestion de bases de données, la capacité de pouvoir supporter les différents standards. Supporter les différents standards, voilà, c'est quoi le lien avec les standards? Ce qui est important ici, juste en prenant cet exemple-là, en supposant que dans les standards, on a déjà défini, il y a déjà un projet qui est défini avec différents attributs. Je peux déjà pré-remplir la table primary entity et la table attribut et mettre tous les attributs déjà de projets qui sont définis, si c'est ICASA que je vais utiliser ou si c'est dans les variables AEGIS que je vais utiliser. Donc, ce sont des tables qui peuvent être déjà pré-remplies pour qu'ensuite on puisse enfin remplir la table projet EAV et donner les valeurs aux différents attributs d'ICASA ou de AEGIS. Alors, donc, on veut pouvoir supporter différents standards. On doit pouvoir stocker aussi les bases existantes. On doit pouvoir aussi faire le lien vers les modèles de culture et également définir un certain nombre d'utilitaires pour pouvoir explorer et analyser les données qui sont dans ces bases. Alors, donc, voilà les deux grandes activités sur lesquelles nous travaillons. Et en dernière diapositive, je vous parle quand même de nos implications dans les initiatives extérieures. Justement pour répondre également à différents services déjà dans le cadre de l'IMA. Premièrement, nous travaillons avec le groupe STIX, avec lequel nous développons pas mal d'outils de visualisation, d'accord, des sorties de modèles. Nous travaillons également avec une initiative qui s'appelle Agricultural Model Exchange Initiative, dans le cadre de mettre en place un formalisme d'échange et de réutilisation des composants des modèles, sur lesquels j'ai travaillé d'ailleurs durant ma thèse, et qui nous permet de pouvoir justement représenter de nouveaux formalismes, de pouvoir rendre réutilisable un composant qui existe déjà dans une plateforme Stix ou DSAT, de pouvoir le réutiliser dans une autre plateforme que ça peut être Mozilla. Voilà. Et parce qu'on prend en compte également différents langages, R, Java, C++, donc on peut
passer d'un composant R vers un composant Java ou bien de Java vers R. Donc, c'est faisable avec une telle initiative. Voilà. Et puis également, on contribue maintenant avec également le groupe ACMIP au niveau du CIRAD dans l'exercice d'intercomparaison de modèles. Voilà, merci pour votre attention. Merci Cyril. Des questions? Bonjour, merci. J'ai une question concernant le schéma sur les bases de données que tu viens de nous présenter. Est-ce que vous avez envisagé, et si oui, pourquoi vous n'avez pas choisi de passer sur une base de données NoSQL qui, a priori, ressemble vraiment à ce que vous essayez de faire? Bon. OK, donc les bases de données NoSQL ne sont pas structurées, c'est ça. Et voilà, l'idée quand même, c'est d'avoir une structure de données derrière, de pouvoir réutiliser les standards qui existent déjà. On ne va pas négliger les standards qui existent. C'est très important parce que voilà, il faut... La base de données NoSQL, elle peut être un peu déstructurée. Elle peut être structurée aussi. Justement, tu as la flexibilité, quoi. OK. Mais voilà, bon, après, c'est... que ce que vous choix n'est pas bon, hein, c'est juste voilà, dans la réflexion, quoi. D'accord. En fait, on n'est pas dans du big data, on est vraiment dans du small data. Et du coup, on est resté sur du relationnel, parce qu'on avait vraiment besoin d'informations structurées pour après faire le lien avec les modèles de culture. C'était pour ça en fait qu'on est resté sur cet aspect-là. Et du coup, on n'est pas parti sur du NoSQL. On aurait pu, hein, mais comme là, on a vraiment des jeux de données assez petits. C'est pas des gros jeux de données, hein, c'est vraiment des tout petits jeux de données et qui sont hyper qualifiés, en plus très structurés. On est resté sur du relationnel. Enfin, D'autres questions dans le chat? Merci Cyril pour cette présentation très claire. Du coup, j'avais une petite question vis-à-vis du schéma de la diapo 8 qui explique, voilà, bon, c'est sur le concept. En fait, il y a tellement de systèmes de serveurs différents qui peuvent être potentiellement utilisés que du coup, je voulais savoir si c'était envisagé en fait de transférer les briques logicielles qui sont sur Windows en Linux, du moins celles qui ne sont pas au contact direct des utilisateurs, parce que je sais que de nombreux utilisateurs sont encore sur Windows, donc ça, pourquoi pas, ok, laisser une interface Windows, mais celles qui sont un peu plus proches de la machine, voilà, les transférer sur Linux. Je ne sais pas si c'est faisable, si ce serait intéressant. Par exemple, j'ai pensé à Celsius, récupérer l'algorithme, ou voilà quoi. Ouais, mais par exemple, tu prends le cas de Celsius. Par exemple, oui. Ouais, c'est compilable sous Linux. Ok. Oui. Ok. Donc, dans le container Singularity. D'accord. Et justement, à propos de ces conteneurs, donc pour assurer la portabilité, c'est vrai qu'en termes de reproductibilité, on parle de plus en plus d'outils comme Gix. Par exemple, l'UAR du CNRS GRICAD mise en ce moment sur l'outil Gix parce qu'ils ont ces cas de figure où ils ont vraiment des grilles de calcul en fait, avec des environnements logiciels très variés. Okay. Et du coup, ils utilisent ça pour pouvoir porter leur code source d'un environnement à un autre. Alors, est-ce que tu as des informations? Est-ce que ce serait intéressant? Gix. D'accord. Bon, je ne sais pas si ça peut être intéressant dans ce cas-là, tu vois, parce que c'est vrai que là, jusqu'à présent, on était sur du Docker, du Singularity, donc... Non, je voulais juste dire, Gix, je crois que c'est très bien, mais déjà, s'il y a des conteneurs et tout, c'est déjà une première étape super, quoi. Faut peut-être pas mettre tout de suite, quoi. Ouais, voilà. Oui, tout à fait. Par étape, quoi. Mais je suis d'accord, mais voilà, c'est... C'est juste, voilà, parce que... étape, peut-être, quoi. Voilà. Alors, on a beaucoup de gens qui s'y connaissent pas mal en informatique dans la salle, mais si dans le chat, vous avez des questions un peu plus bas niveau, n'hésitez pas non plus. Hein. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur le laboratoire de modélisation. Du coup, une question basique. Honnêtement, le conteneur, je veux bien que tu me réexpliques, parce que je n'ai pas compris ce que c'était. Okay. Et sinon, une autre question sur la plateforme multi-simulation là, que tu as présentée à un moment. Ouais. Tu peux remettre la diapo. Je me demandais... celle où tu passes des cartes, tu sais, où tu récupères les informations sur des cartes et puis après tu lances des optimisations sur les modèles. C'est ouvert dans le sens que ce serait facilement adaptable à soit d'autres modèles, soit un autre projet sur d'autres cultures que ce que tu as fait ou pas, ou c'est beaucoup de travail? Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de perspectives de réutilisation de cet outil, là, j'ai l'impression. Ouais.
Et donc, pour d'autres modèles, du coup, il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer déjà à la fois comment est-ce qu'on l'installe. Dans le makefile, on définit comment on l'installe, d'accord? Et ensuite, il faut faire le lien avec les variables, au fait. Donc, pour pouvoir générer le format attendu pour ce modèle pour lancer la simulation. Donc, il y a deux activités là pour pouvoir intégrer un nouveau modèle. Voilà. Et pour un modèle qui est déjà dedans sur une autre culture, Voilà, pour un modèle qui est déjà dedans, on s'en fout de la culture, quelle que soit la culture. Okay. C'est toi qui définis ton fichier plante. Par contre, c'est toi qui définis ton fichier plante. Ouais. Tu as déjà fait ta calibration. Et voilà. Très bien. Et le conteneur? Voilà, le conteneur, il faut juste voir comme quelque chose qui te fait fi de l'environnement dans lequel il veut s'exécuter. Tu vois, et dans lequel tu peux déjà définir toutes les dépendances de ton application. Et ça va rendre l'application un peu indépendante de l'environnement. C'est comme l'exemple que j'ai donné, par exemple, un exemple simple. D'accord, tu as ton script R, comme je l'ai dit tantôt, et qui appelle une librairie, c'est pas ggplot. Sachant que peut-être ggplot a changé de version, ou bien il y a avec la nouvelle version, il y a de conflits avec un autre package existant, voilà. Et du coup, ton code ne va plus marcher. Voilà. Donc, du coup, le conteneur te permet déjà de pouvoir définir, au fait, toutes les versions dans ce qu'on appelle dans un Docker. Bon, si c'est un Docker que tu veux utiliser dans un Docker file, dans un fichier, toute la configuration qu'il faut dans ce fichier pour qu'à la longue, au fait, quel que soit le temps, quel que soit le nouvel environnement que ton code puisse marcher. Genre, par exemple, juste pour être sûr, c'est comme si tu avais un dossier où tu avais récupéré toutes les informations, même au fond de l'ordi, au même endroit. Ouais. Comme ça, si tu le déplaces, il va continuer à tourner tout seul. Pas juste le déplacement. Mais juste que ou si l'ordinateur évolue, lui, il ne bouge pas. Exactement. Et il pourra continuer à marcher de manière Imagine par exemple si dans ton Windows, tu avais déjà installé R avec des librairies. Ce n'est pas le logiciel R Studio ou les librairies qui sont dans ton environnement Windows qu'il va utiliser. Il va utiliser ce que tu as défini dans ton conteneur, dans ton image. Voilà, donc ça rend indépendant en fait l'environnement dans lequel tu fais. Je ne sais pas si tu veux compléter. C'est bon. Ok. C'est ça. Encore des questions, des réflexions? Pas de questions dans le... Non. Okay. Pas de questions dans le chat. D'accord. Oui, bon, moi les modèles, j'en ai une compréhension très globale, on va dire. Mais c'est vrai que voilà, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce qui est revenu dans vos 3 interventions, c'était vraiment le besoin de formation. Et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé tout au long de cette semaine, au final, dans quasiment chaque intervention. Donc voilà, tu disais qu'il y avait une composante formation. Ouais. Et tu ne l'as pas énormément développé au final. Donc est-ce que vous avez déjà des idées d'action ou de groupes desquels vous voudrez vous rapprocher? Ouais, c'est une très belle question que tu as posée d'ailleurs, et qui fait partie justement de l'une de nos priorités au niveau de la feuille de route. Et il nous avait été demandé si Michel s'en rappelle très bien, ouais, qu'il faut définir justement comment est-ce qu'on va organiser ces genres de formations, et voilà, c'est en cours. D'accord. Et ce serait sur quel objet à peu près? Ce serait sur l'ensemble des services qui sont en train d'être développés, par exemple sur les bases de données, ça peut être ces genres de formations. Et l'idée, ce n'est pas forcément nous, l'équipe opérationnelle, qui pourrait donner les formations. Ça peut être des externes, mais à travers nous, puisque c'est nous qui allons gérer au fait cette communauté de pratique. Donc ça pourrait être des formations, si c'est demandé par la plupart des utilisateurs du labo, des formations sur les modèles, des formations sur le développement de nouveaux formalismes, des formations sur l'intégration de nouveaux formalismes dans les modèles. Ça peut être aussi divers. D'accord, merci. D'autres questions, d'autres remarques? Non. Bon, okay. On peut s'arrêter là alors. Ok, merci. Avec un peu d'avance.
Merci beaucoup à tous les trois. Voilà. Pour cette intervention, c'était très intéressant. Et puis voilà, on va conclure sur cette note la deuxième semaine Love Data Week au CIRAD. Merci.